La Chine aujourd'hui est le pays qui fait le plus d'efforts dans la décarbonation de son économie. Et la Chine accompagne de plus en plus de pays du Sud à travers des énergies renouvelables comme les barrages hydroélectriques, les centrales solaires. Non, je ne pense pas que ce soit hypocrite de la Chine. C'est-à-dire c'est une course par rapport à des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, la Chine est très bien placée dans ses outils de décarbonation. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Adrien Mba, fondateur et président de WANI, directeur général de l'Institut Léon Mba. Bonsoir. Bonsoir Carline. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avant de parler des conséquences de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le continent africain, on va d'abord s'intéresser à vous, à ce que vous faites. Vous êtes, je le disais, fondateur et président de WANI. Quelle est la raison d'être, l'objectif principal de WANI ? Donc, pour tout vous dire, moi, aujourd'hui, ma mission de vie, c'est de promouvoir les forêts du bassin du Congo. Et j'ai 3 leviers. Il y a WANI, qui est une plateforme qui facilite la collaboration entre les jeunes, les entreprises et les gouvernements autour du développement durable et de l'entrepreneuriat responsable, avec 2 grands piliers. L'agenda 2030 des Nations Unies et ses 17 objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine et ses 7 aspirations. Donc ça, c'est WANI qui c'est WANI. Charge. Et il y a un autre pilier que vous évoquez aussi. Il y a 2 autres piliers. Il y a aussi une association, les Amis de Wawa pour la préservation des forêts du bassin du Congo. Okay. Le bassin du Congo est le dernier puits de carbone tropical de la planète. Et il est très peu connu dans le monde. Et la raison d'être de cette association est de promouvoir ce patrimoine naturel à travers la planète. Et enfin, le dernier pilier, c'est l'Institut Léon Mba à Libreville au Gabon, où nous accueillons 400 élèves de la maternelle à la terminale en mettant le développement durable au cœur de notre projet éducatif. D'où vient cet engagement-là pour la préservation de l'environnement ? De mon enfance. De mon enfance, j'ai la chance d'avoir une grand-mère qui, très tôt, m'a emmené dans la nature. Je passais toutes mes vacances au nord de Libreville, dans un endroit qui s'appelle Cap Santa Clara. Et c'est vraiment un écrin de verdure. Et c'est de là où vient mon amour pour la nature. Très bien. Comment avez-vous accueilli en tant qu'Africain le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ? Je vous avoue qu'aujourd'hui, ce qui me frappe le plus, ce n'est pas le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est plutôt le manque de préparation du reste du monde par rapport à cet événement. Parce que la probabilité que Donald Trump revienne à la tête de la première puissance du monde était une probabilité sur 2. Aujourd'hui, que veut dire ? Qu'est-ce que ça nous raconte du monde actuel ? Moi, je note 2 choses. Premièrement, c'est l'arrivée des libertariens à la tête des États-Unis, avec des personnes comme Elon Musk ou le vice-président J.D. Vance, qui a comme mentor Peter Thiel. Et le deuxième point à retenir, c'est en 2017, Thomas Friedman, qui est le chroniqueur de New York Times, il a publié un livre qui s'appelle « Merci d'être en retard ». Survivre dans le monde de demain. Et il dit qu'il y a 3 forces qui sont en train de restructurer le monde, et brutalement. Il y a l'environnement, il y a la technologie, et il y a la géopolitique. Aujourd'hui, Donald Trump incarne ce nouveau monde. Nous sommes sortis d'un ancien monde, et là, nous sommes dans un nouveau monde qui va être caractérisé par sa brutalité. Bien, et déjà il a commencé à mettre en œuvre son programme Make America Great Again avec des États-Unis qui se replient de plus en plus sur elles-mêmes. Première mesure forte, c'est quand même la sortie à nouveau de l'accord de Paris. Il avait fait lorsqu'il était arrivé en 2017 et là il le refait en 2025. Concrètement, quelles sont les mesures, quels sont les impacts sur le continent africain, notamment sur le bassin du Congo auquel vous êtes beaucoup attaché? En effet, nous ne sommes absolument pas surpris. En 2017, le président Trump a déjà retiré les États-Unis de l'accord de Paris, mais en 2025, c'est autre chose, parce que le président Trump dispose aujourd'hui de tous les leviers. Il a le Congrès, il a le Sénat, et il a la Cour suprême. Donc, ça va aller très vite aujourd'hui. Mais
Pour moi, il y a 3 conséquences. Ouais. Une directe et 2 indirectes. La première conséquence directe, c'est que lors de la COP29 de Bakou, les pays du Nord sont passés de 100 à 300 milliards de promesses par rapport à la transition climatique et l'adaptation dans les pays du Sud. Or, il y a eu un débat houleux les derniers jours entre les Européens et les Américains. Les Américains proposaient 250 milliards, les Européens ont demandé aux Américains de monter à 300 milliards. Mais le fait de sortir de l'accord de Paris, les Américains ne vont pas amener de contribution. Et ce n'est pas sûr que les Européens puissent suivre. Ils ne vont pas être les seuls à supporter ce fardeau, dans la mesure où les opinions publiques vont dire « mais pourquoi nous devons supporter alors que nos alliés qui sont en meilleure forme économique doivent supporter ?» Donc ça, c'est la première conséquence directe. Deuxième conséquence, et la première indirecte, c'est que c'est ce dont je vous parlais, c'est les États-Unis, cette fois-ci, ont dit qu'ils vont sortir de la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, dans l'ONU Climat. Et là, ça change complètement tout. La probabilité qu'il y ait un effet domino est forte. Et je pense que le premier pays qui va peut-être suivre les États-Unis, c'est l'Argentine. Et rappelons-nous quand, pour les accords, le protocole de Kyoto, le Congrès américain a refusé de les ratifier. Et la conséquence directe, ça a été le Japon, le Canada et l'Australie qui ont refusé également. Et la crainte aujourd'hui, c'est que si les États-Unis sortent de la Convention cadre des Nations Unies, c'est que d'autres pays suivent. La troisième conséquence indirecte, c'est qu'il y a Carbon Brief, qui est une ONG américaine, a calculé le retour au pouvoir de Donald Trump augmenterait de 4 milliards de tonnes de CO2 d'ici 2030. Or, nous savons que l'Afrique est le continent le plus vulnérable aux conséquences du changement climatique. Et or, si on augmente encore plus, il y aura des phénomènes climatiques extrêmes qui vont se multiplier. Et les forêts du bassin du Congo, je vous disais tout de suite, c'est le dernier puits de carbone tropical de la planète. À un moment, il va ne plus pouvoir absorber. Plus on émet de CO2 dans l'atmosphère, plus il absorbe, mais à un moment, il se fatigue. Et donc, ces 4 milliards de tonnes en plus, j'espère qu'elles ne seront pas fatales pour nos forêts. Mais Adrien, là, quand on vous écoute, on a vraiment peur. Donc, est-ce qu'on est condamné à l'impuissance? Qu'est-ce que les États africains peuvent faire pour faire face à ces conséquences aussi? Parce que ce sont les premières victimes, quand même. Aujourd'hui, il faut déjà changer de narratif par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire rentrer sortir d'une attitude victimaire en disant, voilà, les pays du Nord ont émis des gaz à effet de serre pendant un siècle et demi, il faut réparation. En face de nous, nous avons des personnes qui ne connaissent que la force. Donc venir dire « nous subissons vos effets », on est inaudible. Il y a une réponse qui vient des États-Unis. En 2009, il y a eu une dame qui s'appelle Anne-Marie Slaughter qui a été nommée à la direction de la prospective du département d'État qui dit « les réseaux vont remplacer les États ». Aujourd'hui, nous avons des libertariens à la tête des États-Unis. Libertarien dit minimum d'État dans les interventions. Elle dit une chose fondamentale, c'est que les réseaux aujourd'hui peuvent faire face aux problématiques du changement climatique, de l'entrepreneuriat, de l'effondrement de la biodiversité. Donc c'est à nous de nous organiser pour pouvoir présenter des projets viables à ces Occidentaux. Moi, je prends par exemple le cas d'une solution française, Verdéo, qui aujourd'hui m'a demandé d'identifier des projets régénératifs par rapport à la lutte contre le changement climatique. Et dès l'instant où il y a une traçabilité et une mesure, ils sont prêts à financer à travers des mécanismes où les entreprises occidentales ont une obligation aujourd'hui de compenser leurs externalités négatives. Les fameux RSE, RSO, c'est ça? Voilà, ça rentre dans ce cadre. Très bien. Avec le monde qui bouge aujourd'hui, je pense que les COP seront désormais voués à l'échec. Il faut se rendre à l'évidence, Adrien.
Je ne dirais pas que les COP sont voués si les États-Unis quittent quand même l'ONU Climat, donc c'est un début. Mais c'est ce que je vous ai dit. Et ce qui est assez fort, c'est que la Chine aussi a marqué sa proximité dans, je ne sais pas si c'est un acte hypocrite, mais dès que l'annonce a été faite, la Chine s'est dit prête, s'est dit présente aux côtés des États pour continuer à lutter contre la pollution et tout. La Chine aujourd'hui est le pays qui fait le plus d'efforts dans la décarbonation de son économie. Et la Chine accompagne de plus en plus de pays du Sud à travers des énergies renouvelables comme les barrages hydroélectriques, les centrales solaires. Non, je ne pense pas que ce soit hypocrite de la Chine. C'est-à-dire c'est une course par rapport à des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, la Chine est très bien placée dans ces outils de décarbonation. Bien. Dernière question, qu'est-ce que ça fait d'être le petit-fils de Léon Mba? Ça, c'est la question plus personnelle. C'est une lourde responsabilité. Je crois que mon grand-père avait une vision par rapport aux enjeux géopolitiques, dont l'une des principales, c'était la stabilité de l'Afrique avec une ouverture vers le monde. À ma petite mesure, c'est celle que j'essaie de contribuer à travers les entreprises que je dirige et particulièrement à travers l'Institut Léon Mba qui transmet un savoir de qualité à la jeunesse gabonaise. Et justement, excusez-moi, mais dans la transmission, est-ce qu'il y a une réceptivité de la part des jeunes là sur ces questions environnementales? Ah oui, ils sont très demandeurs. Les jeunes Africains aussi. Oui, ils sont très demandeurs. Aujourd'hui, il faut leur donner une information de qualité, mais surtout utiliser le numérique. On n'utilise pas suffisamment le numérique en Afrique et c'est ce que je suis en train de faire avec WANI. Merci beaucoup Adrien. Je vous rappelle que vous êtes fondateur, président de WANI, directeur général de l'Institut Léon Mba. Merci d'être passé sur nos antennes. Merci à vous, chers téléspectateurs. Portez-vous bien et à demain.